Et bonjour à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver dans FNAIM Top Chrono. Bonjour, on est ravis et on est en plein 10 septembre. Donc bravo à tous d'être en tout cas sur le plateau. C'est un marathon de débats en direct toute la journée pour repenser l'immobilier. 8 tables rondes au programme. On va aborder 8 thématiques clés liées au logement, la crise du logement, l'intermédiation, le fait de passer par un professionnel, le statut du bailleur privé, la formation, les métiers de la rénovation, l'innovation et puis évidemment on terminera avec une table ronde politique sur le logement. Donc tout au long de la journée, ce sont des professionnels de terrain, des dirigeants d'agences, des élus, des parlementaires qui se succéderont pour vous dresser un panorama complet, sans tabou, j'espère. En tout cas, je ferai en sorte que ce soit sans tabou, de la filière et de ses défis. On commence tout de suite avec le sujet central, l'état des lieux de la crise du logement, le marché de la transaction, le marché de la location. Et on parlera aussi des étudiants qui ne trouvent pas de logement. Avec moi en plateau, Loïc Quentin, président de la FNAIM. Bonjour. Bonjour Bérénice. Ravi de vous accueillir ce matin pour oui, d'être avec vous. Et cet événement, vous voyez, on en parlait en antenne, ça plaît, hein, ça marche. C'est vrai ? Ah bah oui, on n'a que des bons retours. À côté de vous, Annick Lemeur, bonjour. Bonjour Bérénice. Députée du Finistère, première circonscription. Merci d'être avec nous. Geoffroy Boulard, bonjour, maire du 17e. Bonjour. Merci d'être avec nous. Stéphane Glucksmann, DGA de Citia Immobilier, directeur général adjoint. Et Charles Marinakis, bonjour, le président de Century 21. Bonjour Bérénice. On va ouvrir avec vous, Loïc, quand même. Cette journée, ce symbole fort pour toute la profession. Hein. C'est vrai qu'on est face à une crise hors sol, du jamais vu en 2025, le logement. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit constat côté FNAIM, donc Fédération nationale de l'immobilier. Quelle priorité, justement, vous voyez pour les ménages concernant cette crise? Priorité pour les ménages. Pour les professionnels et pour les ménages, ouais. Oui, Comment vous voyez? Un état des lieux. D'abord, un état des lieux. Je dirais que d'abord, cette journée, elle ne se veut pas pour bloquer la France, elle se veut au contraire pour débloquer l'immobilier, parce que je crois que le marché du logement a besoin de mesures fortes, mesures concrètes, et nous espérons que le nouveau gouvernement qui sera formé s'inscrive dans la ligne conduite par Valérie Létard, qui avait déjà entamé beaucoup de chantiers, mis en place beaucoup de mesures. Où en sommes-nous au niveau du marché? Très simplement, on l'a dit, le marché a repris des couleurs depuis environ une année. Et je dirais sous l'impulsion des 8 baisses successives du taux de la Banque Centrale Européenne qui ont redonné un pouvoir d'achat aux ménages français, et ce qui a été salutaire. De façon corollaire, on a eu également une baisse des prix consentis par les vendeurs qui a été entre 10 et 14% selon les territoires, qui a permis de restaurer un pouvoir d'achat que l'on avait perdu et d'inscrire le marché dans une dynamique, puisque cette dynamique, aujourd'hui, permet d'afficher, à fin juillet, 907 000 ventes signées, actes authentiques régularisés. Nous avions pronostiqué... Donc de juillet à juillet, hein, pour que ce soit clair pour nos auditeurs. Oui, tout à fait, sur une année lycée. Lycée. Rappelons quand même que à décembre 2024, nous étions à 845 000 transactions. Donc on a fait un bond de 8% en l'espace de 8 mois. Donc c'est-à-dire qu'il y a un marché qui reprend des couleurs, la chute des volumes, elle est enrayée, c'était une grosse crainte. Les volumes sont repartis à la hausse. Quant aux prix, je dirais qu'ils sont quand même assez stabilisés dans l'ensemble, même s'il y a des hausses, je dirais, inattendues. Paris centre reprend des couleurs avec une augmentation forte, la périphérie est à la traîne, d'autres villes. Mais je dirais que l'évolution des prix, elle n'est pas la même sur tous les territoires. Il y a une grande hétérogénéité des territoires qui fait que finalement, il y a des secteurs qui sont confrontés à une hausse, à de nouvelles baisses qui se poursuivent. Mais c'est un marché qui est en cours de redressement et de régularisation. De façon, la grande tendance sur le marché national, c'est que on a une hausse moyenne que l'on constate de 0,9 à 1% sur l'ensemble des marchés et en moyenne France entière. Ce qui veut dire que, en quelque sorte, on a un marché qui est en train de se réguler et il se régule, je dirais, dans une voie de stabilisation. C'est ça qui est important. Donc là, pour la transaction, attention, je reprécise. Je reparle que de la transaction immobilière. Mais même si nous avions 1% de hausse, je dirais c'est sensiblement le montant de l'inflation, le taux d'inflation que l'on connaît aujourd'hui France entière. Donc un marché qui a retrouvé un équilibre, des volumes à la hausse. Bien évidemment, il y a toujours un risque de dérive que des prix repartent à la hausse, mais ça c'est autre chose. Mais le marché de l'immobilier est un marché qui est en pleine fluctuation. Concernant le reste, le marché de la location, bien évidemment, là, c'est le marché sombre, c'est le marché noir,
qui nous inquiète beaucoup. L'été n'a pas été plus, je dirais, facile pour les demandeurs de logement que les années précédentes. On l'avait dit, 2023, 2024 et des années difficiles. 2025 a été encore plus compliqué, et pour de multiples raisons. On a une offre locative qui se tarit et qui est extrêmement difficile à reconstituer, du fait d'abord, premièrement, la chute de la construction neuve et de nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Deuxièmement, la rotation des locataires est de moins en moins importante parce que on conserve ce logement de peur de trouver quelque chose. On n'accède pas à la propriété, on ne trouve pas de logement. Si on trouve rien derrière, on va rester chez soi. C'est très compliqué. Ouais. On a un taux de propriétaires qui passe de 57,8% en France entière à 57%. Ça, ce sont les chiffres FNAIM. Hein. Oui, mais ce sont les chiffres du ministère. On est de moins en moins propriétaires, donc on est de plus en plus locataires. Donc on accroît encore une pression sur un marché locatif qui, plus est, aujourd'hui est largement impacté et de plus en plus impacté par notamment la note énergétique des logements. Les 570 000 logements classés G sont indécents et notamment ne peuvent plus être loués aujourd'hui, et beaucoup de propriétaires sont de l'illégalité aujourd'hui. Mais ce qui nous fait peur, ce sont les 2 années à venir, c'est-à-dire au 1er janvier 2028, où là, on a 1 100 000 logements classés F. Et on le voit dans nos cabinets, il y a une peur et une décision d'accélération de mise en vente par des propriétaires face à cet échange. Donc ça, c'est une vraie inquiétude. Bien évidemment, il va falloir avoir des leviers forts pour intervenir sur le marché de la location et très rapidement. Et d'ailleurs, les notaires le confirment, il y a eu une accélération des ventes de logements G il y a quelques mois avec ce fameux calendrier. Moi, je vais compléter 350 000 personnes sans domicile fixe. C'est les chiffres qui sont sur le site de la Fondation pour le logement des défavorisés, l'ex-fondation Abbé Pierre. Je me permets, sans faire de la politique, Emmanuel Macron avait dit lorsqu'il avait été élu que plus personne ne dormira dans la rue dans 1 an. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus notamment de personnes qui dorment dans la rue. Et je crois qu'il avait dit en plus quelque chose et qui m'a fait sourire, c'est qu'il voulait restaurer les Français avec la politique. Je crois qu'il a quand même bien réussi. Ça a bien réussi, c'est ça. 2,7 millions de ménages en attente d'un logement social. Annick Lemeur, en tant que députée, en tant qu'élue de terrain, qu'est-ce qui ressort justement de ces remontées du territoire en cette rentrée, vous qui êtes dans le Finistère? Alors nous, dans le Finistère, effectivement, il y a une dynamique vis-à-vis du logement social qui s'accélère. On a quand même des maires qui prennent en main justement le logement social, même dans des communes qui ne sont pas soumises à la loi SRU, qui n'ont pas d'obligation de logement social. Et ben, on voit qu'il y a une dynamique qui s'instaure quand même dans les territoires, parce qu'il y a une demande des citoyens. Effectivement, je suis dans un territoire très attractif, mais il fallait avoir un équilibre entre les résidences secondaires, entre les résidences de tourisme, mais aussi avec cette résidence à l'année à prix abordable. La dynamique, elle se crée de plus en plus. On le voit, je donne l'exemple de Bénodet, par exemple, qui a sorti énormément de logements dernièrement, justement, à vocation sociale et à vocation d'entreprise. Donc, il y a une dynamique qui se crée parce que derrière, on a un territoire économiquement fort et avec une volonté d'accueillir des salariés. Donc, des salariés qui n'ont pas forcément toujours le pouvoir que d'acquérir des biens sur notre territoire qui restent encore élevés au niveau du tarif ou qui ont effectivement du locatif qui est difficilement accessible. Donc, on le voit de plus en plus quand même que moi, je suis plutôt satisfaite que la notion de logement, une nécessité d'avoir un logement, devient en fait le cœur des discussions politiques et qui permettra effectivement dans l'avenir d'avoir du logement pour tous. Alors, nous, on est dans un territoire où on n'est pas soumis à une pression forte sur l'hébergement d'urgence notamment. On arrive encore, du fait peut-être de bâti qu'on a réussi à maintenir dans le patrimoine communal, à loger les gens. Donc, on arrive quand même à loger. Il n'y a pas de gens à la rue à Quimper, ce qui paraît un peu surprenant par rapport à d'autres communes, mais on n'est pas non plus dans une métropole. Donc les métropoles n'ont pas le même souci, mais on se retrouve en fait avec d'autres difficultés, notamment sur les personnes les plus mal aisées qui ont du mal parce qu'ils se retrouvent souvent en concurrence avec une vocation à aller sur du logement de courte durée qui était beaucoup plus intéressant financièrement, avec, selon leur dire, moins de difficultés aussi derrière en termes d'impayés. Bien sûr. Donc voilà, c'était une volonté des citoyens. Donc on recherche cet équilibre, notamment sur le territoire breton, pour pouvoir avoir toujours une économie forte et donc avoir du logement en faveur des salariés. Donc la dynamique, elle se crée progressivement, accompagnée notamment d'Action Logement sur ce process, mais pas que. Chacun en fait a pris sa part. Et de l'autre côté, en fait, une dynamique aussi économique liée au tourisme qui est nécessaire aussi pour nos territoires. Et on recherche en fait un équilibre des deux pour que
Il y a une prise de conscience, je pense, dans la population des propriétaires qu'il faut en fait diversifier l'offre sur les territoires et pas avoir une offre unique. Monsieur le maire, Anaïk, c'est vrai que vous avez soulevé un point important, le rapport logement-emploi. C'est vrai, le fait d'habiter à côté de son emploi, et ça devient de plus en plus compliqué. Monsieur le maire, dans le 17e, qu'est-ce que vous constatez justement ? Est-ce que le logement fait partie des premières demandes de vos habitants ? Et justement sur ce fait d'habiter à côté de son travail, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. À Paris, c'est compliqué aussi. Oui, il y a une pression forte. Le logement, c'est un sujet de préoccupation quotidienne des Parisiens, des grands Parisiens, mais même des Français. C'est un défi social, économique et également écologique. Et donc on a, nous, cette crise de plein fouet dans les zones les plus denses, dans le 17e arrondissement, mais pas que, à l'échelle du Grand Paris aussi, où évidemment on veut se rapprocher de son lieu de travail. Or, la création de logements, elle est pas aussi facile peut-être que dans d'autres territoires, dans une zone dense comme la nôtre. Et donc on a une pression très très forte. Les prix, c'est la crise, elle se manifeste par des prix qui semblent inaccessibles pour une partie des familles, qu'on n'arrive plus à garder dans le centre de la métropole. J'élargis un petit peu parce que c'est un peu plus compliqué que ça. La diversité des offres de logement aussi, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité d'avoir un véritable parcours aussi locatif vers ensuite l'accession sociale à la propriété, parce qu'aujourd'hui les programmes ont été arrêtés. Et donc on a cette pression forte. On a aussi de plus en plus, vous l'avez dit, de personnes à la rue qui sont sans solution. Et à Paris, c'est flagrant. Ça a été rappelé par Monsieur le Président. Là, l'État a une grande responsabilité. On n'a jamais vu autant de personnes à la rue que cet été, par exemple. Cet été, moi, j'ai dû gérer des situations assez ubuesques. Et pourtant, on n'est pas les moins solidaires. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail aussi pour ouvrir des centres d'hébergement d'urgence, temporaires, etc. Mais il y a l'impression que ça suffit jamais. Donc, il y a une véritable problématique. Et l'État, là, doit travailler davantage avec les collectivités. Je parle de co-construction au sens propre comme au sens figuré. On doit pouvoir loger aujourd'hui les Franciliens. C'est un vrai sujet. Après, il y a un travail avec les maires, où là, il y a aussi des divergences sur le territoire du Grand Paris sur est-ce qu'on construit du logement social sur son territoire qui en a déjà à hauteur de 45 ou 50%. Donc il y a tout un travail qu'on doit mener là-dessus parce que on ne peut plus raisonner, par exemple, Paris intramuros. On a doublé le nombre de demandeurs de logements sociaux en 10 ans. On est passé à 260 000. Moi, je suis dans un arrondissement où, à l'échelle de la région, j'ai 250 000 personnes qui veulent habiter le 17e arrondissement. Ça n'est absolument pas possible. Donc il y a tout ce travail à réfléchir d'un point de vue stratégique et puis essayer effectivement, alors on a le développement de transports aussi, qui permettent aussi maintenant de rejoindre son lieu de travail de la manière la plus fluide et la plus rapide possible. Mais c'est vrai qu'on a cette pression d'habiter à Paris, de rester à Paris, sauf qu'à un moment donné, on peut pas inventer les mètres carrés qu'on n'a pas. Mais il y a aussi des responsabilités avec des maires qui sont moins bâtisseurs. Or, c'est un sujet. Un toit, c'est un sujet. Un emploi, c'est évidemment aussi une priorité. Et vous parlez des personnes à la rue. Moi, je suis frappée du nombre de personnes qui travaillent et qui sont à la rue, qui ont un emploi, qui sont parfois en CDI, des salariés, c'est pas que les plus précaires, et vous l'avez fonctionnaires. Raison. Exactement. Moi, j'ai des salariés qui sont dans leur voiture. Vous avez le cas, ça, dans le 17e ? Oui, alors qui veulent pas, parce qu'il faut aussi dire les choses, qui cherchent pas non plus à élargir leur recherche. Qui restent focus sur l'arrondissement. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une mobilité. Il faut qu'il y ait un peu plus de souplesse. Plus toutes les personnes qui vivent dans un foyer dont ils aimeraient partir. Par exemple, les couples qui se sont séparés, qui restent ensemble. Les femmes battues, c'est ça aussi. Faut pas oublier aussi ces gens-là, ceux qui vivent à 5, 6 dans un tout petit logement. Voilà. Charles Marinakis, alors votre réseau Century 21 fait état d'une reprise des ventes. Moi, je suis restée sur les chiffres d'avant les vacances, mais je crois que c'est toujours les mêmes. On est quasiment... A priori, on a passé de bonnes vacances, ça a été, oui. Alors justement, vous parliez de cette reprise qui était portée par la baisse des taux d'intérêt. Pour vous, c'est ça qui impacte directement le marché de la transaction. Loïc Quentin l'a bien expliqué. On a bénéficié, c'est vrai, quelque chose qu'on n'avait pas retrouvé depuis des années fin 2022, 2023, début 2024.
Nous, on a 2 régulateurs majeurs. Bien sûr, les conditions d'accès au crédit, fonds et formes. Ça veut dire, les taux d'abord, et puis l'appétence des banques, parce que vous avez vu qu'à la fin de l'année, fin du premier semestre 2022, les taux étaient encore à 1%, mais les banques ne débloquaient plus d'argent. Donc, il faut l'équation des deux. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'ajustement des prix, qui était malgré tout nécessaire, parce que c'était devenu trop cher. Vous m'avez entendu le dire souvent, d'une manière aussi basique que ça. Quand c'est trop cher, c'est trop cher. Et ben, c'était trop cher. Voilà. Et donc, à la fois l'ajustement des prix et... Alors, ils se sont pas ajustés partout. Dans le 7e, j'ai pas vu des prix s'ajuster. Oui, mais le 7e, c'est pas un reflet du marché français, voilà. Donc, je crois qu'il faut aussi, vous savez, on l'a dit maintenant depuis quelques années, tous les professionnels sont d'accord pour dire ça. Il n'y a plus un marché d'immobilier, mais des marchés d'immobilier. Ce qui est vrai à Quimper n'est pas vrai à Brest, ce qui est pas vrai à Plouganou, une petite commune que je connais bien, et pas vrai à Paris 7e, voilà. Donc, je suis désolé pour vous, vous avez raison. Mon le 7e, rêve s'éloigne. C'est pas votre rêve s'éloigne. Bon, puis je vous suggère d'en construire un autre, peut-être, de rêve, parce que je suis pas sûr que le prix du mètre carré s'écroule dans le 7e. Voilà. Non, ce qui est intéressant, en fait, si vous voulez, et dans le contexte politique qu'on vit aujourd'hui, moi, ce que je regrette, si vous voulez, c'est que la politique du logement devrait être l'axe majeur, si ce n'est l'axe référentiel d'un gouvernement, quel qu'il soit. Je m'aperçois qu'en fait, les querelles politiques finissent par encombrer une politique du logement qui soit une politique de long terme, parce qu'il y a des enjeux dogmatiques et on peut parler de la mairie de Paris en matière d'enjeux dogmatiques. Moi, je peux citer un exemple qui m'est très personnel, d'un immeuble dans le 17e arrondissement que vous connaissez bien, Tout à fait. sur lequel on pouvait détruire la parcelle existante et remonter 27 ou 28 logements, dont une grande partie en logements sociaux. L'opération n'a pas pu avoir lieu parce que les exigences urbanistiques de la mairie de Paris ont fait que ça rend le projet impossible économiquement pour n'importe lequel des promoteurs. Donc il faut qu'il y ait une volonté aussi politique, d'accord, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Moi, je crois que, la politique du logement, ça doit être un axe principal. Pourquoi ? Il y a 2 enjeux majeurs de société. D'abord, je suis toujours étonné qu'on entende parler du pouvoir d'achat des Français, que tous les hommes politiques se disent « mais la préoccupation, c'est le pouvoir d'achat des Français », sauf que la première dépense des Français, c'est le logement. Donc si vous voulez vous occuper du pouvoir d'achat des Français, commencez par vous préoccuper du logement. C'est 30 à 35% des dépenses. Si vous êtes emprunteur, c'est jusqu'à 35%. Si vous êtes locataire, c'est jusqu'à 30%. Mais dans tous les cas, c'est de très loin la plus grosse dépense des Français. Donc ça doit être une préoccupation majeure. Secondo, vous venez de le dire, on peut tous déplorer qu'il y ait encore des Françaises et des Français qui dorment dehors. Donc il y a un enjeu social et sociétal qui est majeur, quel que soit le courant politique que vous représentez. Parce que là, c'est une telle évidence sociale. Aujourd'hui, on a tous, à un moment donné, une préoccupation sociale plus ou moins accentuée si vous partez de LFI au Rassemblement National. Mais globalement, les gens un peu sensés, qui sont des vrais républicains, tout le monde, personne n'a envie de voir des gens dormir dehors. Donc à un moment donné, il faut prendre ce sujet-là à bras-le-corps, il faut en faire une politique du territoire sur du long terme, et pas avec une ministre dont tout le monde saluera les efforts récents, je parle sous le contrôle de lui qui a beaucoup travaillé avec elle, Madame Létard, dont tout le monde dit qu'elle a été très efficiente et opérationnelle, il faut la saluer pour ce qu'elle a fait, mais voilà, elle n'existe plus, Madame Létard, aujourd'hui. Donc on va repartir. Elle existe, mais elle n'est plus ministre. Non, mais elle n'existe plus politiquement dans sa fonction de ministre. Et c'est tout à fait regrettable parce qu'elle avait pris du temps, comprendre les mécanismes, etc. Et puis on va repartir de zéro avec qui, j'en sais rien, peut-être quelqu'un de très bien, à qui il va falloir que Loïc Quentin retourne expliquer ce qu'est le métier d'agent immobilier, comment ça fonctionne, ce qu'on fait pas, etc., etc. Voilà. Vous connaissez ça par cœur, c'est un éternel recommencement. Sauf que le logement ne permet pas ça. C'est un temps long, le logement. J'ai encore entendu Loïc dire, à juste titre, quand on investit dans l'immobilier, c'est du temps long. Structurer une politique du territoire, c'est du temps long. Un permis de construire, c'est long. L'aménagement des terrains, la viabilisation, etc., c'est long. Donc il faut une vraie politique d'aménagement, une vraie politique du territoire, qui soit complètement dénouée de toute tendance politique, parce que c'est devenu une nécessité. Voilà. Et je pense typiquement au statut du bailleur privé, qui va, là, pour le coup, finir par totalement flinguer le parc locatif privé. Parce que, moi, l'instabilité politique, elle me fait pas tout à fait peur par rapport à mon réseau, parce que je suis pas... Vous êtes bien en place. Ouais. Non, mais je vais vous dire, non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a un truc qui est grave. C'est que les Français, ils s'en foutent de ce qui se passe en politique maintenant. Et moi, je vais vous dire, quand il y a un couple qui a un projet politique, que ce soit François Bayrou ou Sébastien Lecornu qui soit Premier ministre, ils s'en foutent comme l'an 40 et ils veulent acheter leur appartement. Voilà.
Par contre, les bailleurs, eux, ils sont pris dans les fourches codines des contraintes urbanistiques, des contraintes financières et du prix du mètre carré. Donc, si j'étais investisseur aujourd'hui, je comprendrais qu'on puisse retenir son projet jusqu'à voir quelle va être la politique gouvernementale, notamment l'orientation fiscale. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est les investisseurs qui sont dans l'attentisme. Et les étudiants. Ouais. Qui, et les étudiants. Alors les étudiants, on n'en a pas parlé. C'est vrai que moi ça me choque. C'est assez dramatique. Je ne sais pas si vous avez eu la fraise depuis cette rentrée. Des étudiants qui sont au camping, des étudiants qui renoncent à leurs études, des étudiants qui restent chez leurs parents, qui vont faire 3h30 de trajet par jour. C'est quand même l'égalité des chances, un moment qui est menacé. Stéphane Glucksmann, vous qui êtes un acteur de terrain, parce qu'on a parlé beaucoup de Paris. C'est vrai que la France, c'est pas que Paris. Vous êtes présent sur toute la France. Justement, quel état des lieux dressez-vous du marché côté agence, plutôt les disparités? C'est vrai qu'on voit des disparités de plus en plus extrêmes entre selon les bassins. Qu'est-ce que vous constatez et quels signaux vous y voyez justement? Alors, d'abord, je voudrais qu'on reprécise bien. Pour moi, il y a une crise de l'immobilier et une crise du logement. Ce sont bien deux choses distinctes. La crise de l'immobilier, ce sont les volumes de transactions. Charles l'a très bien décrit, c'est mécanique, on a des taux, on a des choses, des réajustements de marché. Ça, on en a vécu et on en vit de façon assez régulière depuis des années. La fréquence est de plus en plus rapide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, avant on mettait bien 5 à 10 ans avant de revoir, ou voire 15 ans avant de revoir une crise. Là, le malade fait de plus en plus de pics. Donc les cycles sont plus courts. Les cycles sont plus courts, et donc le réajustement à chaque fois, parce que c'est un réajustement technique, Jean-Marie l'a bien expliqué, le temps que vendeurs, acquéreurs se remettent d'accord, que les uns comprennent que le marché n'est plus là, qu'il faut qu'on retrouve le financement, que les professionnels retrouvent le bon langage, des bons éléments de langage, ça met un peu de temps. Et si les cycles sont très courts, eh bien, on a l'impression d'être toujours en crise. Bon. Et puis, il y a le logement. Le logement, on en a parlé tout à l'heure, le logement, c'est la sécurité, c'est régalien, c'est comme l'éducation. Et là, il y a une faillite complète. Je suis désolé, Annick, mais il y a une faillite complète de l'État sur ce sujet, mais c'est pas récent. Les premières crises du logement, c'est les années 70. D'accord ? 70, 80. C'est bien de le rappeler. Et donc, mais simplement sur des cycles différents. Alors à chaque fois, il y avait souvent des problèmes de taux, de construction, Aujourd'hui, on fait tout pour empêcher d'avoir des logements. L'encadrement des loyers, les plafonnements, le permis de louer, les DPE. On restreint de plus en plus le nombre de logements disponibles pour les Français qui ont besoin de se loger. Et avoir des travailleurs et des travailleuses qui dorment dans leur voiture, on vit ça, même en province. Oui. Nous, on a ça chez nous, dans notre petite commune. Eh bien, les personnes qui travaillent chez Auchan dorment sur le parking dans leur voiture. Est-ce que c'est normal ? On peut pas entendre ça en 2025, c'est pas possible. Est-ce que c'est normal ? C'est pas normal. Donc ça, c'est le premier point. Donc vraiment, le logement, ça nécessite un traitement. D'ailleurs, on a eu enfin une ministre du logement. Faut savoir que c'était pas aussi évident que ça. Alors que le pays est en crise, on n'avait pas de ministre. Après, on en a eu 5 d'un coup. En 18 après, mois, on a eu des secrétaires d'État et enfin, on a une ministre en plein exercice qui, au moment où elle oui, c'est ça, en plein exercice, tout à fait. Au moment où elle va pouvoir donner, qui est à l'écoute d'ailleurs des syndicats, à l'écoute du marché, c'est effectivement, tiens, t'es quelqu'un qui écoutait bien, qui comprenait l'instabilité politique, fait qu'on rechange. Et c'est ce qui nous manque aussi. C'est de la stabilité, c'est de la vision. On n'a aucune vision, aucune perspective. Charles Mariquet disait tout à l'heure, les acquéreurs et les investisseurs, ils ont besoin de se projeter. Aujourd'hui, il n'y a plus matière à se projeter. Nouvelle taxe, nouvel impôt, est-ce que ça va rester ? Est-ce qu'on va pouvoir louer, pas louer ? On rechange le DPE pour la xème fois. Ces balbutiements, on a l'impression que c'est l'école des sorciers, quoi. Chacun tente quelque chose. Voilà. Pour répondre à la question, le marché 2025 sera une bonne année. En termes de transactions. En termes de volume de transactions. Si on compare de toute façon à 2024, elle pouvait quasiment être qu'une bonne année, compte tenu de ce qui s'est passé. L'avantage que l'on a, nous, c'est qu'on a un regard effectivement national, plus de 300 agences, donc ça permet d'avoir, sur tout le territoire, d'avoir un regard partout, ça redémarre. D'accord. Sur les volumes,
Pas obligatoirement sur les prix, mais au moins sur les volumes. Donc c'est ce que disait Loïc Quentin tout à l'heure. Ah, mais le président Quentin est très informé de ce qui se passe en France et sur le marché de l'immobilier. Mais effectivement, ça redémarre. On a du volume, on a des transactions qui se font. Le robinet des financements est un peu ouvert, donc on arrive à faire des choses. Voilà. Sur la location, le marché il est différent. On fera encore une très belle année, mais on manque de logements. Et on l'a expliqué tout à l'heure, les DPE, nos propriétaires aujourd'hui décident de liquéfier leur investissement, sortent de l'investissement. C'est-à-dire ils les vendent. Ils les vendent, voilà. Ils les vendent, d'accord. Ils vous disent j'en ai marre, je vais placer mon argent sur les marchés financiers. Ils remplissent les livrets, ils remplissent les livrets partout. Ils ont une certaine sécurité. Et puis voilà, ou alors ils se font plaisir, ou ils font du court terme, ils changent d'investissement, ils vont faire de l'investissement, assurance vie, de l'assurance vie, ou s'ils retournent sur l'immobilier, ils vont arrêter les locations long terme nues pour faire des locations à courte durée, touristiques ou moins touristiques d'ailleurs, selon les villes, mais pour rester souple. Et pouvoir s'adapter. Autour de la table, est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie donc des cycles immobiliers ? Et deuxième question, là c'est vrai que en cette rentrée, on voit une légère augmentation des taux avec ce qui se passe, l'instabilité. On n'est pas à l'abri que cette augmentation s'accélère. Est-ce que vous y voyez là des signaux de ralentissement, un nouveau cycle qui débuterait ? Alors moi, je partage pas cette analyse. Moi, au contraire, je vous demande. Du cycle, vous pensez pas que c'est des cycles ? Non. Je dis au contraire que les cycles sont de plus en plus longs et de plus forte amplitude. En réalité, la situation dans laquelle on est, elle a déjà démarré dans les années 96-98. 98 jusqu'à 2016, c'est une hausse ininterrompue des prix de l'immobilier. Donc c'est une phase ascendante. Un cycle, c'est une ascension et une récession. Et là, aujourd'hui, on est sur une récession. L'ascension, elle était permise par la baisse régulière et tendancielle des taux d'intérêt qui était partie à l'époque de 5,40% en 2009 à la crise des subprimes et pour arriver à atterrir à 0,90, à 0,70 à la fin. Donc c'est ce qui a donné du pouvoir d'achat et qui a fait gonfler les prix. En réalité, pendant ce temps-là, on a été aveuglé par cette augmentation des prix sans toucher aux structures de l'organisation du marché, à tous ces fondamentaux, à ces paramètres directeurs. On n'a rien fait et la crise arrive quand les taux d'intérêt repartent à la hausse. Et là, on est en plein marasme. On est en plein marasme parce que, bien sûr, il y a des petites amplitudes, mais c'est pas la tendance. La tendance de fond, c'est une tendance de crise et qui est alimentée en plus par les facteurs structurels que nous n'avons pas su aborder et accompagner. C'est ça la réalité. Qui sont les facteurs structurels ? Les facteurs structurels, c'est l'empilement de complications, notamment sur l'acte de construire, rendre la construction de plus en plus difficile, une surréglementation, vouloir légiférer partout. Dès qu'il y a un problème, on veut réglementer. Mais je dirais, on ne réglemente pas à bon escient, on le fait sous couvert d'un dogmatisme et notamment d'une idéologie. Et c'est ça. Or moi je dirais que le logement, c'est quelque chose qui doit être neutre dans une politique. Ce devrait être un des fonds baptismaux, je dirais, d'une stratégie d'un État. Je crois que le logement n'a pas à être la variable d'ajustement de l'idéologie politique et notamment être malmené comme ça en fonction de la gouvernance ou d'une majorité qui s'exprime. Et aussi en fonction des courants opportunistes. Je suis désolé, on revoit aujourd'hui, et là je dis quand j'entends ça, on revoit aujourd'hui revenir le spectre de l'encadrement des loyers avec l'augmentation des zones tendues tout récemment par un décret qui vient d'être publié. C'est pas pensable. On peut pas s'inscrire dans un encadrement des loyers là où on a besoin de faire revenir des investisseurs si on veut créer un épouvantail. Il n'y a rien de pire. Et en plus, on n'a même pas testé l'impact de l'encadrement des loyers sur l'ensemble des territoires. On commence à vouloir le généraliser. Donc voilà, on est en plein débat idéologique. Ce n'est pas un débat d'intérêt général. Et je veux dire une chose. L'Assemblée nationale, il y a des groupes d'études. Des groupes parlementaires qui se réunissent. Maintenant, environ 75 à 80. Y compris sur la sauvegarde de la salamandre dans la forêt de je sais pas quoi, et notamment on réfléchit là-dessus, parce que c'est fondamental pour l'avenir de la France. Le groupe logement ne s'est pas réuni depuis 4 ans. Et c'est pourtant fondamental. Et là, moi, je suis totalement révolté contre ça, alors que nous tous, Charles peut y aller, Stéphane, moi aussi, on y va ensemble, et on explique ce que c'est quel logement. La politique, elle ne doit pas être notamment en dehors notamment de la société civile, et il faut savoir parler avec les corps intermédiaires, ceux que ne font pas tout,
nos élus, à l'exception d'Annie qui est à côté de moi, et notamment nombreux députés, est-ce que tous les députés vous a appelé pour être ministre du logement ou pas? Parce que moi, c'est la question qui je rappelle que vous êtes présidente du Conseil national de l'habitat, donc vous êtes voilà, vous travaillez beaucoup sur le logement, vous êtes très investi. D'ailleurs, vous venez souvent sur les plateaux et merci pour ça. C'est vrai que Loïc le dit, vous êtes à l'Assemblée peut-être une des seuls députés. Alors il y en a quelques-uns, une dizaine, voilà, à prendre conscience de la crise majeure qui touche tous les Français. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée? On a l'impression que c'est pas parce qu'on n'est pas dans le groupe et qu'on se réunit pas qu'on se voit pas et qu'on n'en discute pas. Et à un moment, il y a aussi des conversations qui se font de façon informelle. Mais c'est vrai qu'en soi, il faudrait ouvrir aussi à nos collègues, parce que combien de fois, moi, j'ai des interpellations directes, et ça serait bien que tous et la même information et puisse avoir justement l'explication sur certains sujets. Voilà, on pourrait partager un peu plus, ouvrir un peu plus qu'à ces experts entre guillemets. Donc, ce serait l'intérêt effectivement de remobiliser ce groupe. Après, on a eu quand même des passages poétiques divers et variés, ça a beaucoup bougé. Ouais. Donc, je peux pas non plus aller dire que ce n'est pas bien, on s'est pas réunis. On se réunit quand même fréquemment, notamment autour de textes. On n'a pas eu de grandes lois logement qui ont permis aussi de nous rassembler, c'est-à-dire qu'il y a eu que des initiatives parlementaires ça et là. C'est ce que j'allais dire, parce que se réunir pour se réunir, au bout d'un moment, se réunir et ça avance jamais, il faut plutôt agir que de se réunir. Voilà, il y a eu énormément d'initiatives parlementaires en lien avec le logement. Je pense que ça a été quand même une année peut-être trop prolifique, peut-être pour certains, mais à la fois qui avait on a réussi avec Mme Létard quand même à donner plus ou moins quand même une cohérence dans les textes, qui n'était pas toujours évident, parce que chaque parlementaire voulait déposer sa proposition de loi indépendamment de celle d'à côté, alors qu'à un moment, plusieurs travaillaient sur les mêmes thématiques, il fallait se retrouver. On se retrouvait en commission, bien sûr, pour en discuter, mais c'était des fois un petit peu tard, ou pas forcément ajusté, ou le coup était parti trop tôt. On a des propositions de loi comme ça, où ça allait trop vite, et on n'a pas eu la réflexion en amont, notamment avec les acteurs, parce que c'est comme ça qu'on construit une loi. On la construit pas chacun dans son bureau. On la construit avec le terrain, avec les acteurs de l'immobilier quand c'est une loi sur l'immobilier ou sur le logement. Et c'est vrai que tous ces temps ont été un peu précipités peut-être à des moments. On le dit, c'est du temps long. C'est aussi au niveau parlementaire du temps long que de construire justement des textes en cohérence et savoir non pas surajouter des fois, mais des fois retirer. Ça peut être aussi intéressant. On n'est pas là pour faire. On n'est pas dans un concours de celui qui fait le plus de textes de loi. On est là pour répondre à un besoin du territoire et des citoyens, et pas forcément pour nous exister par un texte de loi. Donc c'est vrai que cette cohérence, on a réussi à la bâtir autour de la ministre. J'espère qu'à la suite, on pourra justement continuer cette dynamique de co-construction tous ensemble autour de la table et non pas de prise de décision individuelle. Et alors, est-ce qu'on vous a proposé d'être ministre du Logement? Non, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai noté, moi, cette question. Voilà. Je suis bonne pour détourner la question et pas y répondre. Non, il n'y a pas de... Et d'ailleurs, des bruits... Le téléphone est là, il est branché, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des bruits de couloir sur le prochain gouvernement? Alors, je ne sais pas si vous pourriez nous dire. Non, il n'y a pas de... Enfin, moi, je n'ai pas eu de bruit de couloir. Après, nous, on s'est inscrit avec mon groupe politique dans une notion de stabilité. On ne va pas non plus déconstruire l'ensemble et garder en fait la stabilité de projet. On a besoin réellement que les projets qui étaient initiés puissent trouver une issue. Donc on est cohérent vis-à-vis de ça. On n'a pas envie de déconstruire pour déconstruire. Il n'y a pas de raison quand ça se passe bien ou quand tous les signaux et tout les chemins ont déjà été tracés. On va pas trouver quelqu'un qui va aller à contresens. Je veux dire, c'est un moment où il faut continuer dans ce chemin-là. Monsieur le maire, vous qui êtes au contact direct des habitants, parce qu'en fait c'est vous qui êtes sur le front, clairement. Quand je dis vous, ce sont les maires. Ah oui, et puis sur tous les sujets. Voilà, sur tous les sujets. On a parlé de l'immobilier, on a parlé du logement. On rentre dans l'intimité des habitants. Et puis vous êtes accessible, donc forcément c'est vous qu'on vient voir. Et bien justement, sûr. Quand vous voyez ça, quand vous entendez ça, comment ce qui se passe à l'Assemblée, et je pense, on parle du logement, mais peut-être un peu plus généralement, quand on traverse une crise comme ça, qu'est-ce qu'on se dit en tant que maire quand on a ces habitants? Moi, je ne regarde pas que l'Assemblée, j'écoute aussi les professionnels de l'immobilier, ceux qui ont envie de faire, et je me dis, à un moment donné, on pourrait quand même se mettre d'accord sur un grand pacte national sur 4 priorités, ou 5. D'abord, libérer le foncier. Il y a des friches, donc lancer un grand programme sur ces sujets de foncier, et se mettre d'accord. Alors, tu l'as dit, il y a plein de contraintes, mais on pourrait se mettre d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est loger. C'est loger, permettre aussi l'équilibre social, logement social, logement pour les familles, intermédiaires,
et l'accession à la propriété, de créer les conditions du parcours. Mais ça, c'est un pacte national qui permettra de le faire. La fiscalité, pour les investisseurs, vous l'avez dit, à un moment donné, il faut envoyer des signaux. Est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord là-dessus? Et puis, évidemment, pour les bailleurs, de la visibilité. Parce que les bailleurs, là, ils sont un peu complètement paumés, là. Donc, ça, c'est important. Et puis, si on a cela, on a aussi le volet énergétique. Parce que certains nous disent, vous allez abandonner la rénovation énergétique. C'est un sujet. Les professionnels de l'immobilier, les professionnels du logement sont conscients que évidemment on a quelque chose on a un sujet énergivore, donc il faut le travailler, mais pas avec de l'écologie punitive. Il faut de l'écologie incitative. C'est ce que ressentent les habitants, ça. Sur ces 4 points-là, on peut se mettre d'accord quand même. Je veux dire, si on n'arrive pas à le faire en France, alors je sais qu'on n'a pas la culture du consensus pour se mettre d'accord sur des sujets majeurs, mais voilà. Moi, j'attends ça des députés, du futur ministre, du futur gouvernement. Donc, je pense qu'on est capable de le faire. Et en réunissant tout le monde. Parce que c'est pas uniquement à l'Assemblée nationale que ça va se jouer. Et je pense que le rôle des professionnels, il est aussi de peser là-dessus. De dire, ça suffit. Et moi, je compte sur les grandes organisations comme la FNAIM. Il y en a d'autres, des professionnels qui s'engagent pour ça. Qui ont cette conviction. Ils sont pas juste là, ils sont pas des méchants capitalistes. Ils sont là pour loger les habitants. Et puis on a le sujet de la précarité, la grande précarité, la précarisation, la paupérisation de la France. Il faut le dire. Moi, quand je vois cet été autant de personnes dans des situations parfois psychiatriques, parce qu'on parlait des travailleurs, mais il y a aussi des gens qui vont très mal et qui sont à la rue, on a aussi d'autres questions à se poser sur notre niveau de prise en charge. Alors qu'on a un pays quand même qui accompagne énormément, normalement, les Français. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut remettre. C'est un des pays les plus assistés d'Europe, la France et du monde, d'ailleurs. Oui, mais tout à fait. Je pense qu'il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. On n'a plus les moyens de l'État-providence de l'après-guerre. Il faut se le dire. Il nous faut un État performance. Ça veut pas dire mettre à côté, laisser de côté ceux qui en ont besoin. Mais il faut se dire les choses. Je crois qu'aujourd'hui, on empile les lois, on contraint, on change les ministres, ça change rien. Enfin, à un moment donné, il va falloir une vraie rupture. Est-ce qu'on l'aura dans le prochain gouvernement? Je sais pas, parce que la marge de manœuvre est limitée. Mais je crois qu'il faut aussi faire confiance aux acteurs de terrain. Les maires, bien sûr, mais aussi les acteurs qui veulent construire la ville, qui veulent construire la vie des habitants. Ça, c'est important. Charles Marinakis. Moi, je partage cette analyse pleinement. Je crois qu'il y a un objectif central, c'est de loger les Français. Et en fait, il ne faut pas se tromper d'objectif. Dans ce que de Geoffroy Boulard, moi, je retiens une chose. J'ai eu un jour une conversation avec l'une de vos consoeurs députées du Sud-Ouest, qui m'a tellement marqué que j'ai oublié le nom d'ailleurs, et donc qui me disait, mais monsieur, que faites-vous de la décence énergétique? Et moi je lui ai dit, madame, que faites-vous de la décence du logement? Il faut choisir à un moment donné. La décence, c'est quoi? C'est de loger les gens ou de les loger dans des logements qui sont décents énergétiquement. On peut pas faire les deux. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, vous voyez bien que le DPE a été changé 3 fois parce que ça manque de praticité, ça manque de réalité de terrain. Voilà. Donc il faut choisir. Si on dit on veut pas les gens, vous préférez quoi? Loger quelqu'un qui dort dans la rue dans un logement F ou G, ou le laisser dormir dans la rue parce que le logement il est F ou G? Choisissez entre 2 mots. Mais les deux, ça marche pas. Donc si la priorité c'est de loger les... Je veux pas dire par là que je renonce à ce qu'a dit Geoffroy Boulard à la rénovation énergétique, mais il y a un temps pour tout, il faut faire les choses dans le temps. Et accent des priorités. Et pour ce qui concerne la consultation des professionnels, moi je fais une proposition, je fréquente moins les ministres que le président Quentin, mais ça me manque pas, globalement, mais ce que je dis, et puis d'abord il me parle pas, donc comme ça je suis pas emmerdé, et la vraie question c'est, la constitution aujourd'hui des cabinets ministériels, et pardon madame de l'Assemblée nationale, qui fait que vous êtes, et on vous a privé d'un cumul des mandats qui consisterait à avoir un mandat de terrain et un mandat de représentation, vous n'avez plus qu'un mandat de représentation. C'est pas de votre faute. Ce qui n'est pas mon cas, parce qu'en fait je suis élu d'opposition à Quimper et à la communauté de communes. Donc voilà, on peut quand même toujours être élu quand même, sans pour autant être effectivement dans des fonctions exécutives. Mais voilà, on est quand même beaucoup d'élus de terrain pour autant. Bon, alors je confirme, j'ai une sénatrice dans mon équipe municipale qui est présente. Moi, je pense que celui qui exerce les fonctions de maire, je ne dis pas parce que j'ai le maire du 17e à ma droite, malgré tout, il est confronté, comme il le dit lui-même, au quotidien de la préoccupation des Français. Et pour certaines et certains de vos confrères ou consoeurs, ça leur ferait pas de mal, malgré tout, d'être confrontés à cette réalité. Au-delà de ça, dans les cabinets ministériels,
il faut qu'on ait de l'échevinage. On peut plus être dirigé que par des technocrates, fussent-ils énarques ou polytechniciens ou Sciences Po. Il faut qu'à un moment donné, on ait dans les responsabilités des cabinets ministériels, dans toutes les activités, un technocrate et quelqu'un qui sache organiser les textes, la politique et nous donner la dimension de ce qu'est la vie politique. Et je reconnais humblement que je ne la connais pas, donc j'aurai forcément des lacunes. Mais il faut que ces messieurs-dames acceptent que techniquement, ils ont des lacunes. Et que donc, il faut qu'ils s'adjoignent qui de droit à un moment donné dans les cabinets ministériels, mais pas simplement recevoir Loïc Quentin dans un cabinet ministériel 1 heure, non. Il faut qu'ils aient dans leur cabinet des gens qui travaillent avec eux, mais qui sont des praticiens qui vont leur dire votre objectif politique c'est quoi ? De loger les Français ? Il y a 4 chemins réalistes, il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Après, le politique décidera, c'est l'orientation politique. Mais au moins, si vous voulez, on arrêtera de faire des fausses routes comme on le fait aujourd'hui, de perdre un temps considérable, de changer le DPE 4 fois, de dire, non, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On maintient ou pas le plafonnement des loyers, etc. Je crois qu'il faut on peut plus avoir que de la, vous voyez bien que c'est un échec total. Cette politique politicienne, si vous voulez, c'est devenu un échec total. En tout cas, pour la partie du logement, je me permettrai pas j'ai mon avis, mais il intéresse que moi sur les autres ministères que celui du logement. Et on a vu que Madame Létard, elle a réussi à faire des choses parce que Stéphane l'a très justement rappelé. Elle a pris le temps de recevoir, d'écouter, de concerter. Voilà. Ça c'est sûr. Moi j'ai connu 4 ministres du logement depuis que je suis élu. Valérie Létard, on l'appelle la team Létard, et c'est vrai qu'on peut dire que tous ses collaborateurs ont été à l'écoute de l'ensemble de l'écosystème, de l'immobilier et des professionnels, je dirais, confrontés à des propositions de loi qui étaient débattues. Alors, je vais redire ce qu'a dit Annick tout à l'heure. Les députés travaillent en commission des lois, notamment sur les textes qui leur sont présentés. Quand je parlais du groupe logement à l'Assemblée nationale, c'est différent. Le groupe logement à l'Assemblée nationale, c'est un groupe prospectif. C'est un groupe qui se doit notamment de faire des auditions et notamment de prendre le pouls des terrains par anticipation pour faire de la prospective et porter de nouvelles lois. Tant qu'on aura des députés qui ne se contenteront que d'être finalement en vase clos, de travailler en commission des lois de façon effectivement resserrée entre eux, l'entrisme n'a jamais favorisé notamment une production qui réponde aux aspirations de l'électorat. Je crois que c'est quelque chose, il faut ouvrir, et il faut ouvrir au corps intermédiaire et se nourrir notamment de la diversité territoriale et de la compétence et notamment de l'intervention des professionnels. Qui mieux que nous pouvons appréhender les difficultés que nous nous posons. Quand on a parlé de crise, nous, il y a 2 ans et demi, quand on a dit, voilà, la crise arrive, elle va être violente, elle sera plus violente que la crise des subprimes, finalement, la classe politique est trouvée complètement étonnée de voir ce qui allait arriver. On le sait à l'avance, Charles, tu le sais comme moi, tout le monde, on le dit, on l'a répété, on mène des combats par anticipation et nous ne sommes pas écoutés. À un moment, oui, je sais qu'Emmanuel Macron n'aime pas les corps intermédiaires, mais il faut restaurer au moins cette qualité d'écoute entre les professionnels, les corps intermédiaires et le corps politique. Une petite réaction. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Charles Marinakis. C'est vrai que moins de technocrates et puis moins de Parisiens aussi, parce que c'est à chaque fois on a l'impression que les décisions sont très. Alors, je parle pas pour vous évidemment, ce que j'allais dire, parce que mais c'est faut pas généraliser non plus. Parce que les Français, c'est le ressenti qu'ils ont. Quand on voit dans les sondages, etc., ils ont l'impression d'être quand même dirigés par des gens totalement déconnectés. Je vois que Stéphane acquiesce, totalement déconnectés et vraiment Paris intramuros. Il y a des gens déconnectés ailleurs qu'à Paris. Oui. Je vous le dis. Je préfère le dire parce que c'est assez facile de dire Paris. C'est vrai. Alors oui, il y a évidemment des grandes. Non mais quand on regarde les gouvernements précédents, les ministres. Moi j'en connais à Paris, mais vous êtes très déconnectés quand même. Voilà. Quand on regarde les ministres précédents, excusez-moi, les Parisiens n'étaient jamais sortis de Paris. Ils sont nés à Paris, ils ont fait leurs études à Paris. Oui, sur les profils, bien sûr. Après ça c'est le profil des élus. Après vous avez le poids de l'administration française. Évidemment, les grandes administrations sont principalement à Paris, mais vous avez aussi, en région, beaucoup de bureaucratie, beaucoup de lourdeur, beaucoup de gens très déconnectés des réalités à 5 km de chez eux. Donc, c'est de réalité aussi. Et puis, le rôle quand même de l'Assemblée est de représenter aussi les territoires. Non, je parle pas de l'Assemblée, je parlais des ministres. Ah oui, d'accord. Après, les cabinets ministériels. Après, ils composent eux-mêmes. C'est très parisien, quand même. Après, peut-être, mais à la fois, ça donne de la proximité vis-à-vis aussi du lieu de travail, du lieu d'activité qui est principalement, effectivement, à Paris. Mais ils se déplacent en territoire, on les voit quand même sur le territoire. Je peux pas dire qu'on les voit pas.
on a des déplacements quand même qui se font, des interactions relais par les députés. On est, nous, une courroie de transmission. C'est à nous aussi de rapporter sur le terrain ce qui se dit dans les cabinets. Donc, du coup, il y a un moment, une interaction qui doit se faire, notamment avec le territoire. C'est notre rôle de député. Moi, je les ai pas beaucoup vus en déplacement. Ah, je suis peut-être mieux, voilà. Moi, je les vois plus souvent. Ce ne sont pas les élus de terrain, il y en a. Non, je parle pas des élus de terrain. Et on a l'exemple, monsieur le maire aussi. Le problème, c'est l'administration. C'est ça. En fait, les politiques changent. Mais l'administration reste. Et elle est souvent très dogmatique, notamment en ce qui concerne le logement. Et donc là, on se heurte à des gens qui sont complètement fermés et effectivement ne regardent qu'à travers le prisme de leur appartement à Bastille ou autre, et n'ont pas le regard de la réalité, le regard du terrain que nous connaissons, nous, soit Naïg à Quimper, soit monsieur le maire, dans son arrondissement, ou nous autres dans nos agences, qui est une vraie réalité. Vous parliez tout à l'heure des étudiants, on n'en a pas assez parlé de ces étudiants, on ne parle pas assez de ces femmes battues qui sont obligées de rester chez elles, de ces couples séparés qui sont obligés, de ces enfants qui peuvent pas s'envoler. Alors pour sourire, j'ai jamais autant d'amis, je suis jamais aussi beau que de juin à septembre. Où là, tout le monde m'appelle pour chercher un logement. Et là, mais mon carnet d'adresses, tout à coup, devient... voilà. C'est vrai que vous vivez la même chose, Charles Marinakis. C'est la fin de cette première table ronde. Merci à tous. Merci pour ce panorama. Alors vous nous direz si vous êtes appelé par monsieur Le Cornu. Bah oui, vous nous dites nous, évidemment. On serait ravis, je vous le dis tout de suite. Merci pour ce panorama qui met en lumière donc l'urgence sociale et économique du logement, la nécessité d'agir vite, on l'a compris, mais aussi de comprendre et d'entendre tous les angles du terrain. On se retrouve dans quelques instants pour la prochaine table ronde, justement sur l'intermédiation. À tout de suite.